Ces derniers mois, on a beaucoup parlé de Gianpiero Lambiase, qui pouvait quitter Red Bull pour aller soit chez Aston Martin, soit chez Williams. Cependant, il a été confirmé depuis les Pays-Bas que Lambiase restera chez Red Bull avec Max Verstappen en tant qu'ingénieur de piste. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il a pris cette décision. Nous devons également parler du démarrage d'Audi, examiner les développements du moteur de Ferrari et bien d'autres choses. Avant de commencer, je vous rappelle évidemment de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur la Formule 1 et sur Ferrari. Cela dit, commençons tout de suite. Ces derniers mois, le nom de Gianpiero Lambiase a souvent été au centre du marché de la Formule 1 et ce n'est pas par hasard. Quand tu es la voix qui guide Max Verstappen dans les moments décisifs, quand tu gères la stratégie, la pression et le chaos, radio, tour après tour, tu deviens automatiquement l'un des profils les plus recherchés du paddock. Et après Abu Dhabi, cependant, quelque chose semblait s'être fissuré. Pas du point de vue technique, mais humain. Lambiase a dû faire face à des situations personnelles qui l'ont amené à manquer des courses comme l'Autriche et la Belgique et qui l'ont rendu visiblement plus émotif à la fin d'une saison compliquée sous de nombreux aspects. De là, inévitablement, les rumeurs ont commencé, rôle à redéfinir, avenir à clarifier et changements possibles en vue de 2026. En effet, les sirènes ne manquaient pas. Aston Martin et Williams se sont activés, attirés par un profil qui, aujourd'hui, n'est pas seulement un ingénieur de piste. Au fil des ans, Lambiase est devenu une figure clé de Red Bull Racing, avec des responsabilités allant bien au-delà du muret, et également responsable des opérations de course, un rôle central dans l'équilibre sportif de l'équipe. Et pourtant, du moins pour l'instant, la ligne est claire. Lambiase restera à son poste même en 2026. Même équipe, même rôle, même radio. Un choix qui ne ferme pas définitivement la porte à l'avenir, mais qui confirme une chose fondamentale. Le projet Red Bull Verstappen continue de reposer sur lui, du moins pour l'instant. Le contrat, par ailleurs, est valable jusqu'à la fin de 2027 et en Formule 1 cela compte, car même lorsqu'il y a de l'intérêt, même lorsqu'il y a des offres importantes, des clauses, des congés de préavis et des négociations longues entrent en jeu. Nous l'avons vu clairement au cours de la saison, même avec le cas de Will Carney, libéré de Red Bull seulement après un accord spécifique pour lui permettre de commencer plus tôt sa nouvelle aventure chez McLaren. Mais en attendant, quelque chose est en train de changer du côté de Verstappen. Certains hommes historiques de son entourage technique ont accepté de nouveaux défis ailleurs. C'est le cas par exemple de David Geoffrey Marr, passé au projet Audi. D'autres resteront encore un moment, comme l'ingénieur de performance Tom Marr, qui complétera 2026 chez Red Bull avant de passer chez Williams. Même sur le front des mécaniciens, le mouvement est évident. À la fin de 2025, le projet Audi, dirigé par Jonathan Whitley, a mis la main sur Matt Keller, mécanicien historique numéro 1 de Verstappen. Un signal clair. Le paddock se réorganise en vue du nouveau cycle réglementaire. Cependant, le point est clair. Au milieu de tous ces changements, Lambiase reste. Et en Formule 1, quand tout autour bouge, la stabilité d'une figure aussi centrale vaut presque autant qu'une mise à jour aérodynamique. C'est fondamental, surtout quand de l'autre côté de la radio, il y a un quadruple champion du monde qui exige une précision absolue, zéro erreur et une confiance maximale. Il est important d'avoir une personne qui garde un contrôle ferme. Et selon toi, est-ce que Red Bull a bien fait de sécuriser Lambiase, ou en 2026, un changement d'air aurait-il été inévitable? Le fait que Lambiase reste chez Red Bull est certainement un facteur rassurant pour Max Verstappen, car il n'a pas à changer d'ingénieur de piste à un moment où les groupes motopropulseurs et les voitures de 2026 changent complètement. Donc il y a un bouleversement total en Formule 1 et surtout chez Red Bull qui installeront leur moteur produit à Minkens Red Bull Powertrain avec l'ajout de Ford. Et ce sera donc une révolution totale non seulement pour la Formule 1, mais aussi pour Red Bull. Mais malgré cette révolution, Lambiase reste et demeure un pilier pour Red Bull. Malgré les problèmes personnels qu'il a rencontrés en 2025, il semble rester une figure de référence au sein de Red Bull et donc ne partira ni chez Aston Martin ni chez Williams. C'est important, selon moi, pour créer un peu plus de stabilité chez Red Bull, qui manquait même récemment. Et Audi a officiellement ravivé son avenir en Formule 1, et ce n'est pas une phrase toute faite, car à Inwell a eu lieu le premier démarrage de l'unité de puissance Audi montée sur le châssis de la monoplace 2026. Le moment où le moteur et la voiture deviennent officiellement une seule entité. Un passage symbolique, certes, mais surtout technique. Parce que lorsque tu tournes la clé pour la première fois et que tout fonctionne, cela signifie que le projet est solide. L'unité de puissance naît à Newburgh, le cœur technologique d'Audi en Allemagne, et c'est le premier véritable élément concret de l'entrée des 4 anneaux dans le championnat du monde FIA de Formule 1. Ce n'est pas un rendu,
Ce n'est pas un concept de salon, c'est un moteur réel qui prend vie sur une voiture réelle. Et c'est Mattia Binotto qui l'a souligné, aujourd'hui responsable du projet Audi, et il a dit que ces mots ne parlent pas de marketing, mais de méthode. Ce démarrage représente la synthèse du travail conjoint entre Newburgh et InWheel, les deux structures qui apprennent à travailler comme un seul organisme pour faire le meilleur d'Audi. C'est donc le début d'un nouveau parcours, long, fait de développement continu, mais avec des bases déjà bien définies. Et ici, il y a un détail clé. Audi n'essaie pas la Formule 1, elle construit un projet industriel. Cela se comprend par l'organisation, le respect des délais et le fait que chaque objectif atteint l'est sans bruit, mais avec précision. Et sur la même ligne, il y a maintenant Jonathan Whitley qui a parlé d'une étape fondamentale pour valider le projet et le travail dans tous les départements. Ce premier démarrage n'est pas seulement un test technique, c'est un accélérateur émotionnel pour l'équipe, car maintenant l'objectif est clair. Amener la voiture sur la piste et le faire rapidement. Le calendrier est déjà marqué. Le 20 janvier, Audi présentera la livrée officielle à Berlin avant d'affronter les tests collectifs de Barcelone du 26 au 30 janvier à la fin du mois. Et c'est Barcelone qui est le véritable banc d'essai. Là se termineront les célébrations et commenceront les confrontations, chronomètre en main. Du point de vue de la marque, le message est tout aussi direct. Gernot Dollner, qui a défini l'entrée en Formule 1 comme un levier central pour le renouvellement d'Audi, non seulement pour l'image, mais pour le transfert technologique d'identité et culturel pour l'entreprise. La Formule 1 est un laboratoire extrême en cohérence avec le mantra de pointe de la technique. En somme, Audi n'est pas là pour participer, elle est là pour se mesurer au plus haut niveau possible du sport automobile mondial, au moment le plus complexe et fascinant de tous les temps, celui du changement réglementaire de 2026. Maintenant, la question est inévitable. Ce projet si structuré et méthodique réussira-t-il à être compétitif dès le début ou Audi construit-elle tout en vue de 2027 à 2028? Parce qu'une chose est certaine, le moteur est en marche et revenir en arrière n'est plus une option. Nous sommes tous curieux de voir comment Audi se comportera en 2026, d'autant plus qu'elle a recruté plusieurs techniciens de Ferrari. N'oublions pas Wolf Zimmermann et Lars Schmidt, qui sont deux anciens motoristes de Ferrari et qui ont travaillé avec Audi sur le développement du moteur 2026. Il y a donc beaucoup d'attentes pour essayer d'apporter le meilleur moteur sur la piste, pas avoir de problème de fiabilité et essayer de faire une première saison, bien sûr, pour s'adapter à la Formule 1. Il n'y aura pas de résultats importants, je crois, en 2026. Cependant, ce sera un projet à long terme. Nous verrons comment cela se passera. Et eh bien, ce passage de Sauber à Audi est important pour la Formule 1 car cela fait, eh bien, revenir en Formule 1, constructeur important qui manque et qui était nécessaire pour l'avenir de la Formule 1. Donc nous verrons aussi comment cela se passera pour Audi en 2026. Et pour le championnat du monde de Formule 1 2026, Ferrari ne mise pas seulement sur la puissance et l'aérodynamique. À Maranello, il travaille de manière chirurgicale sur un facteur qui, dans le nouveau règlement, peut vraiment faire basculer l'équilibre, à savoir le poids. En effet, le changement de batterie et l'architecture arrière sont devenus le cœur de la stratégie technique avec un objectif clair. Descendre en dessous du minimum et décider où placer chaque kilo de lest. En effet, la FIA a voulu intervenir sur une dérive qui a duré des années avec des voitures de plus en plus lourdes et moins réactives. Si en 2025, le poids minimum était 718 kg, en 2026, il va baisser de manière drastique. La nouveauté clé est la séparation entre la masse de la monoplace et la masse des pneus. La voiture avec le pilote devra être à 724 kg en course et 726 kg en qualification, tandis que les pneus seront comptés séparément comme masse nominale des pneus. Avec des pneus plus petits et plus légers, environ 40 à 45 kg par jeu, le poids total en ordre de marche descendra autour de 768 à 770 kg, soit environ 30 kg de moins par rapport à la génération précédente. Une énormité en termes d'agilité, de freinage et de gestion de l'énergie. Et tous essaieront de descendre en dessous de la limite minimale, non pas pour faire les phénomènes, mais pour avoir plus de lest à répartir aux points stratégiques. Un centre de gravité plus bas, un meilleur équilibre et un comportement plus propre dans les phases critiques. La réalité est que probablement presque personne n'aura une marge abondante, mais même quelques kilos peuvent faire la différence. Et ici entre en jeu l'avantage structurel, car Ferrari conçoit tout en interne, moteur, batterie et transmission. Contrairement à des équipes clientes comme McLaren, qui montent l'unité de puissance Mercedes et qui doivent s'adapter à des dimensions et des fixations déjà définies, Maranello peut décider en amont des géométries et des masses. Le premier point clé est la transmission. Les informations qui filtrent parlent d'une boîte de vitesse très compacte,
conçu non seulement pour économiser du poids, mais aussi pour resserrer la zone arrière. Et en 2026, l'arrière du véhicule sera essentiel pour la qualité du flux qui arrive au diffuseur. Plus il est propre, mieux la voiture fonctionne. Le deuxième aspect est encore plus intéressant, à savoir celui des batteries. Elles sont lourdes, complexes et décisives, et ici, Ferrari a tiré parti d'un avantage que peu soulignent, à savoir l'expérience acquise avec la Ferrari 499P en WES. C'est vrai, en hypercar, on travaille avec des puissances différentes, 200 kW contre 350 kW en Formule 1 en 2026. Mais le savoir-faire sur le refroidissement, la densité énergétique et l'intégration du châssis est de l'or pur. Au cours des 2 dernières années, Maranello a justement accéléré sur ce front. L'objectif n'est pas seulement d'alléger, mais de mieux intégrer les masses dans le corps de la voiture avec des bénéfices directs sur l'aérodynamique. En somme, Ferrari pousse fort sur plusieurs fronts techniques et le poids est l'un de ceux où le règlement de 2026 peut vraiment amplifier le bon travail effectué. Cela dit, une vérité demeure intouchable. Seule la piste apportera les réponses. Parce que tu peux tout faire correctement, mais si quelqu'un a mieux interprété une zone grise dans le règlement, comme par exemple Mercedes ou Red Bull, l'avantage disparaît. Mais le sentiment est clair qu'à Maranello, ils ne poursuivent pas, ils essaient d'anticiper, et avec une voiture plus légère et mieux équilibrée, même les pilotes, comme Charles Leclerc, pourraient enfin avoir la bonne arme en main pour se battre pour le titre. Ou même Lewis Hamilton lui-même qui vient de fêter son anniversaire. Selon toi, en 2026, le poids deviendra-t-il le facteur décisif? Plus encore que l'aérodynamique? Ou quelqu'un trouvera-t-il le gros coup ailleurs? On ne souligne souvent pas assez combien il est important de tout produire en interne au sein de l'unique entreprise, de l'unique usine, afin de ne pas dépendre d'une autre équipe, comme par exemple McLaren qui, dans la génération précédente, avait un avantage parce qu'elle n'avait pas développé le moteur, et le moteur Mercedes était assez performant, surtout à la fin de l'ère effet de sol. Il était assez fiable, très puissant, donc McLaren n'avait rien à perdre à ce niveau, et ils ont développé l'aérodynamique mieux que l'équipe de Barclay. Mais cela n'arrive pas toujours en Formule 1. En fait, c'est plus un cas sporadique que celui de McLaren d'avoir une équipe qui parvient à gagner en produisant tout elle-même. Voyons par exemple Mercedes à l'ère hybride. Donc je pense que ce nouveau changement réglementaire donnera aux équipes qui produisent tout en interne un avantage net, surtout au début de l'ère réglementaire, c'est-à-dire en 2026 par rapport aux équipes qui dépendent de motoristes externes d'autres équipes pour le développement de la voiture. Donc Ferrari doit bien jouer ses cartes sur la table parce qu'elle a un avantage net sur le moteur, l'aérodynamique et le châssis en développant tout en interne. Et avec le nouveau règlement, la FIA a verrouillé le développement aérodynamique à travers les ATP, périodes de test aérodynamique. L'année est divisée en 6 fenêtres bien définies, chacune avec un nombre précis de semaines et un plafond d'utilisation des souffleries et CFD. Traduit, tu ne peux pas développer quand tu veux, tu dois choisir quand et comment le faire. Chaque ATP dure en moyenne 8 semaines et impose une programmation chirurgicale entre la conception, la simulation et la production sur piste, pour la piste, qui doit être parfaitement synchronisée. Le problème est qu'au début de la saison, personne n'a encore vu la voiture tourner réellement et le système est délibérément déséquilibré parce qu'il y a 400 heures de base d'occupation de la soufflerie, donc où la soufflerie est occupée et sont corrigées avec un coefficient lié au classement constructeur 2025. Celui qui est arrivé dernier aura jusqu'à 115% du temps disponible. Celui qui a gagné le championnat, comme McLaren, devra se contenter de 70%. Et le même discours vaut pour le CFD. Le nombre maximum de nouvelles géométries aérodynamiques testables part de 2000, mais est réduit ou augmenté en fonction de la position au championnat. Les équipes de tête travaillent avec moins de ressources. C'est un choix politique avant même d'être technique. Et ici, entre en jeu Ferrari, qui en 2025 n'a pas fini devant. En 2026, elle commence avec un joker. Ferrari, arrivé 4e, peut se permettre plus d'heures par rapport à McLaren et Mercedes, et même à Red Bull. Et cela change complètement la stratégie. Si dans les premiers mois la voiture se montre compétitive, l'équipe sait déjà qu'à partir du 1er juillet, les heures seront réduites. Alors que fait-on? On dépense tout avant. Plus de développement dans la première moitié de l'année, plus de mise à jour initiale, plus de risques calculés. Les premiers kilomètres réels arriveront à Barcelone à la fin du mois, et ces jours ne serviront pas à comprendre à quel point la voiture est rapide, mais si les données correspondent corrélation entre CFD, galerie, soufflerie et piste, et si elle manque, tout le plan ATP échoue. Un problème de fiabilité, ce sont des heures gaspillées, un concept erroné est une période entière d'ATP sacrifiée.
C'est pourquoi chaque équipe arrivera au test avec un plan A, mais aussi avec un plan B déjà prêt dans le tiroir. Et le troisième ATP se termine le 30 juin. À partir de là, la FIA recalcule les coefficients en fonction du classement réel. Si tu es plus haut que prévu, tu perds des heures. Si tu es plus bas, tu en gagnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, cela signifie que si chaque équipe doit prévoir sa position future, elle le fera avant le 30 juin. Un pari technique énorme, car si tu te trompes dans ta prévision, tu es contraint de réallouer les ressources, de réécrire les plans de développement et de courir après. En 2026, ce n'est pas celui qui a la meilleure idée qui gagne, mais celui qui se trompe le moins souvent, et surtout avant les autres. Développer tout au long de la saison sera possible, mais seulement pour ceux qui auront établi une stratégie cohérente dès le départ. L'ATP ne pardonne ni improvisation ni réaction tardive. Chaque heure mal dépensée dans les premiers mois peut coûter très cher en juillet. Et alors la question est la suivante. En 2026, est-ce que celui qui commence fort dès le départ ou celui qui réussit à garder une marge de développement lorsque les autres manqueront d'heures va gagner parce que la piste comptera? Oui, mais le championnat du monde pourrait déjà être décidé avant l'été. Donc, attention à deux choses fondamentales. Celui qui développera la voiture avant tous les autres dans cette première partie de saison et celui qui ira plus vite aura un grand avantage car après le 30 juin, le classement des constructeurs sera réorganisé, c'est-à-dire que les heures en soufflerie seront redistribuées au CFD et donc dans cette première partie de saison Ferrari a un avantage car elle a plus d'heures en soufflerie au CFD par rapport aux adversaires dans le développement. Elle doit les exploiter correctement, essayer de ne pas commettre d'erreurs dans le développement et donc ne pas revenir sur des choix techniques et aérodynamiques faits à Maranello. Et de plus, il faut essayer d'utiliser ces heures de manière efficace. D'abord valider la fiabilité, puis s'occuper de l'aérodynamique et du moteur, donc des performances. Donc, il sera fondamental de faire étape par étape chaque amélioration sur la Ferrari et d'essayer de ne pas prendre trop de risques pour éviter les erreurs, car revenir en arrière coûte cher. Mais attention aux nouvelles sur Aston Martin. En effet, il semble qu'Adrian Newey ait une taupe à l'intérieur de l'usine et c'est une personne en qui il a entièrement confiance, chargée de surveiller tout ce qui se passe à Silverstone et de lui rendre compte directement. Grâce à ces informations, Newey a déjà orchestré des départs de personnel très importants, y compris des figures clés. En effet, Aston Martin a un nouveau PDG, qui est Robert Stewart, qui est dans l'équipe depuis 2018, mais qui est devenu maintenant PDG. Il n'y a pas de nouvelles d'un changement de rôle pour l'actuel PDG Jefferson Slack, qui pourrait continuer à occuper le poste de PDG en se concentrant davantage sur la partie commerciale et donc partager ce rôle avec Stewart. Et attention aussi à Furbato, en effet Luca Furbato, directeur technique d'Aston Martin, a pris un vol de Japan Airlines il y a 2 jours pour rendre visite à Honda, concernant évidemment le groupe motopropulseur qu'Aston Martin utilisera. Et il a déclaré « C'est ma 30e saison en Formule 1 et je peux vous assurer que le règlement de 2026 représente le plus grand changement expérimenté jusqu'à présent. De petits ajustements pourraient être nécessaires en cours de route. Et c'est pourquoi il est fondamental de développer au mieux le groupe motopropulseur, mais pas seulement, les carburants aussi, donc le carburant utilisé sera tout aussi important. Et selon les rapports, Aramco a beaucoup investi dans le développement du carburant de 2026. Aramco, qui est évidemment le fournisseur de carburant pour Aston Martin, devrait fournir au moteur Honda un carburant avec des caractéristiques de combustion qui génère plus d'énergie et de puissance que n'importe quel autre moteur, donc ce sont d'autres rumeurs en faveur d'Aston Martin. En effet, plus le pouvoir calorifique du carburant est élevé, plus la puissance que le moteur peut générer est grande. Par conséquent, les additifs antidétonants utilisés sont fondamentaux pour prévenir l'auto-allumage qui peut être très préjudiciable à la fiabilité. Et à ce sujet, Aston Martin avec Honda et Aramco y travaillent beaucoup. Faites-moi savoir dans les commentaires votre avis sur l'augmentation de puissance d'Audi, sur l'Ambiaz qui reste chez Red Bull, évidemment sur le développement du groupe motopropulseur de Ferrari, sur l'avantage qu'ils ont sur l'ATP et aussi sur le développement aérodynamique en ce qui concerne les heures en soufflerie et au CFD et évidemment sur ces dernières rumeurs concernant Aston Martin, Honda et Aramco. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur le thème de la Formule 1 et de Ferrari. Ici Rasta, c'est tout, à la prochaine vidéo.